Place à la politique et au 4V. Gilles Bornstein, vous recevez ce matin le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Bonjour à tous les deux. Bonjour Vincent Jeanbrun, en tant que ministre de la Ville, vous gérez aussi l'hébergement d'urgence. 44 degrés possiblement en France aujourd'hui, vient de dire Julia. L'État est-il prêt à assurer, à essayer d'améliorer le sort, par exemple, des sans-abri ? C'est fondamental et merci de poser la question. On pense parfois que l'hiver est plus dur pour les personnes qui vivent à la rue que l'été. En réalité, l'été, c'est très très compliqué. Et je remercie les préfets qui sont extrêmement mobilisés sur ce point et toutes les associations qui accompagnent l'État pour accompagner les personnes en grande vulnérabilité. Pour faire des maraudes, maraudes, pour distribuer de l'eau. Maraudes, eau, mise à l'abri quand c'est possible dans des endroits frais. La situation est complexe et on espère tous effectivement que cette vague de chaleur et cette canicule puissent retomber parce que ça soulagera beaucoup et ça protégera. Les scénarios selon lesquels elle ne retomberait pas ou pas assez commencent à se faire jour. Est-ce que l'État est prêt à assurer ? On sait qu'au mois de juillet, il y a moins de permanents, il y a moins de volontaires. C'est les vacances pour tout le monde. Comment ça se présente ? C'est un des points qu'on a abordé autour du Premier ministre dans la cellule interministérielle de crise. Hier matin. Parce que effectivement, il y a l'enjeu de la chaleur et toutes ses conséquences. Et ça touche tous les publics vulnérables, que ce soit dans nos EHPAD ou que ce soit pour les personnes qui sont vulnérables à la rue. Si ça continue, et donc on travaille effectivement à se donner tous les moyens nécessaires pour être le plus présent possible, le plus mobilisé et protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Et vous avez des craintes pour que le dispositif soit insuffisant ? On a aujourd'hui l'obligation d'anticiper une poursuite de cette vague de chaleur, toutes ses conséquences, et c'est pour ça qu'on va se donner les moyens d'être en capacité de répondre si elle devait durer. Votre projet de loi relance logement est présenté au Conseil des ministres ce matin. Pour répondre à l'urgence, vous proposez qu'on puisse à nouveau louer des passoires thermiques. Est-ce que c'est bien raisonnable par les temps qui courent ? Vous savez, ce projet de loi, il répond à une problématique très 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 importante pour nos concitoyens, c'est que les Français n'arrivent plus à se loger comme ils le souhaiteraient. C'est pour ça que le Premier ministre nous a fixé à tous un objectif qui est de produire 2 millions de logements d'ici 2030. C'est un objectif ambitieux, mais qui répond à ce besoin qu'ont les Français de se loger. En 10 ans, on a perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat pour se loger. 25 mètres carrés, c'est un étudiant qui va pas pouvoir aller faire ses études, c'est un jeune actif qui va pas pouvoir aller prendre son emploi, c'est une famille qui va renoncer à faire un enfant, etc. Et dans cette production de logements, il y a produire du neuf. Et quand on produit du neuf, c'est une bonne nouvelle parce qu'on produit des logements adaptés aux enjeux climatiques, hiver comme été, et puis à rénover l'ancien. Dans la rénovation de l'ancien, on a effectivement souhaité donner de la souplesse aux 700 000 logements. Il faut imaginer ce que ça représente en nombre de millions de Français. 700 000 logements qui, s'ils n'avaient pas été remis à la location, qui vont devenir habitables. Alors, ils sont habitables, simplement leurs performances énergétiques sont mauvaises, ils sont lettres F ou G dans le DPE. Et l'enjeu pour nous, c'est que les propriétaires de ces logements fassent les travaux et donc les rénovent. Et donc l'objectif sur cette question-là, elle n'est pas de se dire on arrête une ambition de la transition énergétique de nos logements, mais c'est tout l'inverse. Parce que au fond, les propriétaires devront s'engager. Exactement. Mais s'engager, et s'ils ne le font pas, il se passe quoi ? Ils ne peuvent relouer qu'à condition de s'engager à rénover dans les 3 ans pour une maison individuelle, dans les 5 ans pour une copropriété. C'est très très clair. Ça sera contrôlé si on rénove. Contrôlé avec des sanctions. Engagement de travaux, c'est-à-dire il faut carrément un devis signé et un acompte versé, d'une part. Donc le propriétaire devra verser un acompte avant d'avoir le droit de louer pour ces 700 000 logements. Exactement. Il faut qu'il puisse prouver que les travaux sont engagés avec la capacité de les réaliser dans les délais que je viens de vous évoquer, 3 ans pour la maison individuelle, 5 ans pour le collectif. Et ensuite, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, le locataire peut saisir à tout moment la justice qui peut condamner un propriétaire qui se serait aventuré à continuer à louer sans faire les travaux. Et évidemment, l'objectif, encore une fois, c'est pas de remettre des passoires thermiques ou bouilloires thermiques sur le marché de la location pour le plaisir, c'est de s'assurer que les travaux soient faits. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le propriétaire parce qu'il a un peu plus de temps pour faire ses travaux. C'est évidemment gagnant pour les locataires parce que déjà, ils ont toujours un toit sur la tête. Dans un moment où on n'arrive plus à se loger,
dans notre pays, enlever 700 000 logements du marché de l'immobilier, c'est une folie. Et donc, c'est aussi gagnant pour les locataires parce que les travaux vont être faits et donc il va y avoir plus de protection. Et gagnant aussi pour le tissu économique parce que quand vous relancez autant de chantiers de rénovation, pour peu qu'on trouve la main-d'œuvre disponible pour assurer les travaux. On discute régulièrement avec les artisans, avec les professionnels de la construction. Eux, ils sont évidemment en attente et en demande. Et on est plutôt sur des secteurs qui ont un peu détruit de l'emploi ces derniers temps. Justement. Et là, justement, ils vont pouvoir réembaucher. C'est une bonne nouvelle. Justement, on est très loin du compte en matière de construction de logements neufs, dit le président de la Fédération française du bâtiment. 30%, ce chiffre m'a marqué, 30% de permis de construire en moins en avril par rapport à mars. Pour 2026, il estime qu'on construira 35 000 logements de moins que la moyenne des années passées. L'objectif de 2 millions de logements d'ici 2030. 2030, c'est dans 3 ans et demi, c'est vraiment demain. Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens à la condition que le projet de loi que je présente ce matin au Conseil des ministres soit adopté. Parce que, et on l'a toujours dit avec le Premier ministre, cet objectif, on l'a pas inventé tout seul dans notre coin, on l'a co-construit avec ce qu'on a appelé l'équipe de France du logement. Il est déjà compromis cet objectif. Avec l'équipe de France du logement, dans lequel vous avez le logement social, la construction neuve, la rénovation, bref, tous ceux qui de près ou de loin participent à la production de logements dans notre pays. Et ce qui a été dit très clairement, c'est que il fallait réaliser 4 chocs pour atteindre cet objectif. Un choc d'investissement. Redonner envie aux Français d'investir dans la pierre. Okay. Dans le neuf, ça a été fait au moment du budget. Dans l'ancien, ça va être fait là dans le projet de loi. Un choc de simplification. Et ça, il faut se le dire, il faut que les Français le comprennent. Aujourd'hui, quand on décide de produire du logement dans notre pays, ça prend en moyenne 8 à 10 ans. Exactement, on a un dispositif dérogatoire. Est-ce que ça ne sera pas au détriment de normes environnementales, de normes d'isolation? Je vous réponds très clairement là-dessus. On va construire tout aussi bien en matière de normes environnementales, tout aussi bien dans le respect et la sécurité. Et pourquoi plus vite? Justement, vous comprenez qu'on ait du mal à le croire. Je vais vous expliquer en 2 mots. Il faut 8 à 10 ans pour sortir un projet de terre aujourd'hui en France. Le chantier le plus compliqué qui soit, en termes de construction pure, il faut entre 2 ans et demi et 3 ans. Tout le reste, c'est quoi? C'est de la procédure, c'est de la paperasse. Et c'est ça qu'on vient simplifier. Comme on a fait pour les Jeux Olympiques, c'est pour ça d'ailleurs que je parle de Jeux Olympiques du logement ou du Notre-Dame de la construction. Les Jeux Olympiques, on a construit des bâtiments performants énergétiquement. Avec une loi spéciale. Et oui, exactement, avec une capacité à déroger, ce qui a permis de gagner du temps sur les procédures administratives, pas sur la qualité du bâti. Et donc on peut faire de la qualité en allant plus vite. C'est ce qu'on va proposer dans ce texte de loi et c'est nécessaire parce que, comme vous l'avez dit, si on veut atteindre les 2 millions de logements d'ici 2030, il va falloir avoir des capacités accélérées. Et je précise simplement que cette dérogation, elle est sous le contrôle du maire et du préfet. Et deuxièmement, elle a une contrainte, c'est que ce qui sera produit en matière de logement, ce sera de la résidence principale, obligatoirement. Compris. Et ça veut dire que c'est bien pensé pour loger les Français et pas pour faire de la spéculation sur du meublé touristique ou quoi. Eh bien justement, avançons sur votre projet de loi. Vous donnez, sur la spéculation, allez-y, il y a des milliers de logements vacants et des milliers de Français qui ne trouvent pas de toit, ce qui est quand même un paradoxe. Est-ce qu'il faut taxer ces logements vacants? Moi, je crois à la capacité des maires à se doter d'outils et à s'en servir de manière la plus juste possible. Donc, pour vous répondre, c'est pas une politique que je veux gérer depuis Paris. Je crois qu'il faut donner dans la boîte à outils des maires la capacité à piloter la taxation de ces logements vacants. Mais vous n'êtes pas contre? Je suis pas contre. En tant que maire, j'étais maire pendant 10 ans de la belle commune de l'Haye-les-Roses. Quand on voit des logements vacants et des familles qui n'arrivent pas à se loger, on peut considérer effectivement qu'il faut que ceux qui sont propriétaires de ces logements et qui ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent, contribuent à l'effort collectif à travers cette taxation. Compris. L'encadrement des loyers qui s'applique dans 70 villes de France doit prendre fin en novembre. Est-ce que vous allez permettre la prolongation de ce dispositif? Ce qu'on appelle le plafonnement, parce qu'en réalité en France il y a déjà un encadrement lié à l'inflation. Okay. Le plafonnement, il est effectivement expérimenté, il y a une concertation qui est en cours. Moi j'ai reçu un rapport de 2 économistes très sérieux qui ont objectivé le fait que ça marchait pas très bien. Pour autant, les communes qui en bénéficient aujourd'hui de cette expérimentation ont envie de poursuivre pour 1 an ou 2. Comme je l'ai dit, moi je suis pour donner des outils dans les boîtes à outils des maires. Donc c'est oui. On va voir. Je suis contre la généralisation à tout le pays. Ceux qui sont dans l'expérimentation me demandent de trouver un moyen de le prolonger. Le débat parlementaire va pouvoir se faire. Je rencontre les groupes politiques pour savoir si oui ou non il y a une volonté au Sénat. Il y a une proposition de loi socialiste qui va passer au Sénat. Vous la soutiendrez?
En fait, on va donner l'occasion au Parlement et notamment au Sénat maintenant, puisqu'elle a été votée à l'Assemblée au Sénat, d'en débattre. La question, elle est, est-ce qu'il y a une généralisation ou pas? La réponse est clairement non. Mais pour les 70 communes, ça va continuer. Maintenant, les maires de ces communes, le maire de Paris par exemple, que j'ai rencontré, m'a dit, moi je n'imagine pas de sortie brutale du jour au lendemain. Et vous non plus. Bon, donc on est capable de discuter avec les uns et les autres. Maintenant, il faut que le Parlement ait envie de faire avancer ce texte. Les discussions continuent. Il nous reste 30 secondes pour une question politique. Vous êtes toujours membre des Républicains, à ma connaissance. Alors, on n'a pas eu le droit de réadhérer, donc est-ce que Bruno Retailleau est votre... mais de cœur toujours. Alors, est-ce que de cœur, Bruno Retailleau est votre candidat? Écoutez, moi, ce que j'ai toujours dit et répété, c'est que le candidat que je soutiendrai, c'est celui qui sera capable de rassembler les forces du bloc central pour être capable de gagner et de se qualifier au pas forcément Bruno Retailleau. Donc, en fait, celui qui sera, ou celle d'ailleurs, qui sera capable de rassembler les autres en disant pas j'ai un projet collectif. Pas forcément celui de votre parti. Celui qui sera en tête aura mon soutien et je regarderai moins les hommes que les idées et la capacité à rassembler. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, invité des 4V. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fab.